Bonsoir Benoît Dutertre. Bonsoir. D'où vient cet amour de la belle époque et des années folles? Je crois que dès que j'ai commencé à m'intéresser aux choses artistiques, c'est toujours allé dans ce sens-là. Ça a été la découverte, je sais pas, des romans d'Arsène Lupin, des nouvelles d'Alphonse Allais. Moi, je grandissais au Havre, en Normandie. Il y avait les palaces juste en face de Deauville. Il y avait l'histoire des peintres qui avaient habité cette ville, Monet, Dufy. J'ai toujours été attiré spontanément vers la fin du 19e, le début du 20e siècle, quand j'ai commencé à vouloir être écrivain. Est-ce que d'ailleurs cette Normandie d'où vous êtes originaire, hein, qui est pas entre Trouville, Honfleur, Le Havre et Étretat, n'est pas une extension du Paris de la belle époque? Ah bah c'est ce que je pense. D'ailleurs, j'ai fait un article là-dessus dans le livre. J'appelle Normandie, le jardin de Paris. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les chemins de fer se développent, où la gare Saint-Lazare, peinte par Monet, en plus grand artiste du temps, se développe, eh bien tout Paris part s'installer sur la côte normande. C'est la mer à portée de train, et ça devient une espèce de petite annexe. C'est plus tout à fait une province. C'est à la fois une province et un agrandissement de cette capitale rayonnante des années 1900, comme en témoigne l'architecture balnéaire, les palaces, les casinos, etc. Alors, votre dictionnaire est consacré à la belle époque et les années folles. Pourtant, c'est quand même deux périodes qui, à première vue, n'ont rien à voir. Elles sont bien distinctes, en tous les cas, au niveau du temps. Elles se suivent, mais elles sont séparées par un gouffre qui est évidemment la Première Guerre mondiale. Alors, habituellement ou souvent, la tendance serait plutôt à les opposer, hein, comme on pourrait opposer l'art nouveau de la belle époque, luxuriant, végétal, et l'art déco beaucoup plus carré des années folles, par exemple. Et puis sur le plan intellectuel, on les oppose aussi. Mais moi, je pense qu'il y a une grande continuité. D'abord parce Quelle est cette continuité? D'abord, ce sont deux époques où Paris, la France, mais Paris spécialement, est vraiment le cœur battant du monde artistique, où les gens du monde entier, les écrivains, les peintres, les musiciens, convergent vers cette capitale française, parce que c'est là que ça se passe, à commencer par Picasso, Stravinsky et beaucoup d'autres. Deuxième continuité, c'est un certain goût de l'invention, qui commence à la belle époque par les inventeurs un peu bricoleurs, vous savez, à la Clément Ader, et puis dans les années folles, c'est la course à la vitesse, les grandes expéditions filmées avec les courses de voitures, etc. Mais c'est la suite du même mouvement. Et enfin, je dis, ce sont les mêmes personnages qu'on retrouve de part et d'autre, que ce soit Picasso, que ce soit Stravinsky, que ce soit Ravel, que ce soit Gide, que ce soit Proust. Ils sont tous à la fois appartenant à la belle époque et aux années folles. Proust très peu. C'est la fin, d'accord, je vous le concède. Même au plan intellectuel, les grandes querelles de la belle époque vont se retrouver dans les années folles. On les retrouve. Mais on a un peu vieilli quand même pendant les années folles. Oui, mais il y a aussi un peu, j'ai envie de dire, une espèce d'hédonisme, de goût du plaisir. Ça, c'est vraiment ce qui caractérise l'esprit français de cette époque, peut-être par rapport à l'esprit allemand ou viennois ou autre, qui est souvent plus tourmenté. C'est cette espèce de quête de la sensualité, du plaisir dans les arts, dans la vie, dans les décors de la vie. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans ces deux temps de l'histoire. Pour vous, écrivez-vous en tout cas, Paris, c'est le Paris de la belle époque, en fait. C'est-à-dire qu'on s'en rend à peine compte quand on y vit, ce qui est mon cas. On vit continuellement dans un décor de 1900, qui est aussi pour une part d'ailleurs du Second Empire et pour une part des années folles. Mais enfin, globalement, il y a là aussi une grande continuité d'architecture. Le Trocadéro, c'est plus les années folles, et l'opéra, c'est plutôt la belle époque. Voilà, et la belle époque commence avec la Tour Eiffel en 1889. Mais ce décor est partout, ce sont les grands boulevards, ce sont les théâtres qui ont été le cœur battant aussi de la vie de ces époques, ce sont les gares, les grandes gares parisiennes, ce sont les brasseries qui sont, moi j'adore les brasseries, qui sont vraiment une façon aussi de voyager, aussi bien dans la belle époque, si vous allez chez Mollard, près de la gare Saint-Lazare, que dans les années folles, si vous allez au Vepler, place Clichy, avec tous ces décors, mais finalement ce sont des lieux qui se ressemblent un petit peu. Et voilà, elles sont partout ces deux époques à Paris. D'où viennent et qui a donné ces expressions? Les expressions sont arrivées. Deux expressions qui ne figurent pas dans votre dictionnaire d'ailleurs. Je n'ai pas trouvé le mot belle époque et je n'ai pas trouvé l'article année folle. Ah, pas comme article, mais dans l'introduction, j'explique un petit peu. En réalité, la belle époque et les années folles sont deux termes qui sont apparus bien après ces deux époques. Ils sont apparus au moment de la Seconde Guerre mondiale. Mais le concept de la belle époque, il existait déjà. On disait en fait les années 1900.
C'est-à-dire après 14, on a commencé à parler des années 1900 comme cette espèce d'âge d'or ponctué par les grandes expositions universelles à Paris, par ce foisonnement des arts, etc. Et tout ce qui est le sujet, évidemment, du roman de Proust, justement, toute cette société des années 1900. Donc, simplement, c'est quelqu'un qui a inventé plus tard le terme de Belle Époque, qui est apparu, je crois, dans une émission de radio, puis qui s'est généralisé beaucoup plus tard. Et de la même façon, alors pour les années folles, c'est un peu plus compliqué parce que le terme est apparu très tôt aux États-Unis. On disait les Roaring Twenties, les années rugissantes, mais ça désignait la même chose, cette effervescence des années 20. Et ça a été inventé tout de suite après la crise de 29. En France, l'expression est arrivée plus tard, mais elle désignait à peu près également la même chose. Vous dites qu'il y a une continuité, mais pourtant, est-ce que dans les années folles, le terme même l'exprime, est-ce que le ressort n'est-il pas plutôt justement le fait de retrouver la vie après l'enfer des tranchées, après l'enfer de la guerre? Évidemment, il y a la différence de la Belle Époque où la guerre a quand même à 20 ans. Hein, donc, oui, enfin, on est toujours après une guerre. De toute façon, dans l'histoire, on est toujours entre deux guerres, quoi qu'il arrive, malheureusement. 30 ans après 1870, si je ne m'abuse. C'est vrai. Mais c'est 1890 plutôt la Belle Époque, donc 20 ans, disons. Mais en tout cas, bien sûr, le défoulement propre à la Belle Époque, aux années folles, on peut le comparer d'ailleurs aussi à celui, vous savez, des incroyables et des merveilleuses, de la Restauration, tout d'un coup cette espèce d'extravagance qui, après la terreur, s'empare comme ça de la jeunesse parisienne. Et il y a un peu le même phénomène dans les années 20, c'est-à-dire que voilà, il y a le goût de s'étourdir, le goût de se faire plaisir, mais sauf que ce goût-là, il était déjà très fort avant la guerre, et donc il reprend quelque chose, simplement avec peut-être une note un peu plus cynique, une note un peu plus, une fascination aussi de l'argent, de l'enrichissement rapide, etc., des rapports sociaux qui changent beaucoup. Donc effectivement, c'est pas tout à fait le même schéma. Et il y a bien sûr ce besoin d'étourdissement. Mais en même temps, on reprend, j'ai envie de dire, les grandes traditions du divertissement parisien qui a vu jour dans les années 1900 au Café-Concert, qui renaît en 1920 au Music Hall avec Maurice Chevalier, avec Mistinguett, avec tous ces grands spectacles qui font l'attrait de Paris aux yeux du monde. Est-ce que la Belle Époque est si belle que ça? Alors, toute époque, là encore, est à la fois belle et affreuse, bien évidemment. C'est quand même ce que vous dites à tout début de votre livre. Je me suis dit, la première phrase, je crois, c'est « J'aurais pu écrire un dictionnaire haineux de la Belle Époque, si j'avais pas fait un dictionnaire amoureux ». Il se trouve que j'aime cette époque, mais je pourrais faire la liste de tout ce qui rend la Belle Époque détestable, que ce soit qu'on parle du colonialisme, de la condition des femmes ou des ouvriers, qu'on parle de certaines choses, même d'ailleurs dans l'art et le divertissement qui se volent pas très haut. Vous savez, c'était l'époque du pétomane, par exemple, au Moulin Rouge, les gens riaient beaucoup en voyant le pétomane, c'était pas quand même quelque chose d'extraordinaire. Ces époques sont pleines de tard, c'est l'époque du petit bourgeois extrêmement à la fois sûr de tout ce que dit son journal et plein de certitudes et qui a une vie complètement un peu ridicule que Feydeau dépeint dans ses pièces de théâtre. Mais justement, ce que j'aime bien dans la Belle Époque, c'est que cette époque sait se moquer d'elle-même, beaucoup. Elle ne cesse pas de se moquer d'elle-même. C'est tout le vaudeville de l'époque ne fait que se moquer de cette Belle Époque. Est-ce que c'est un phénomène purement parisien ou bien ça s'étend à la province? C'est un phénomène principalement parisien. D'ailleurs, autant le concept de année folle est international, on retrouve la même chose dans tous les pays, autant le concept de Belle Époque, c'est quelque chose qui désigne vraiment quelque chose qui s'est passé spécialement à Paris. Et même si on trouve des cousinages à Vienne, à Londres, à Berlin. Et la province, elle, j'ai envie de dire, comme toujours dans l'histoire, je dis ça sans aucun mépris, loin de là, je suis provincial, je viens de Normandie, elle reproduit... Un très bel article sur le terroir. Voilà, elle reproduit le modèle parisien, à l'évidence, on retrouve partout le même grand boulevard, la même brasserie, art nouveau en face de la gare, etc. Et tout ce style de vie imité en plus petit dans les grandes villes de France, oui. Il y a un mot, en tous les cas, vous l'avez lâché depuis le début de l'émission, qui revient en boucle, c'est art nouveau, art déco. Oui, ce sont les deux grands courants décoratifs du temps. Il ne faut pas confondre, parce que ce sont deux grandes époques des arts décoratifs dans leur ensemble. Au-delà de la définition de l'art nouveau et de l'art déco, c'est-à-dire que les arts décoratifs, notamment les affiches par exemple, qui sont extraordinairement riches, aussi bien à la Belle Époque, avec Moucha, vous savez, les affiches de music hall, etc., que sous les années folles. Mais par ailleurs,
après, il y a ce qu'on appelle précisément l'art nouveau et l'art déco, qui sont les deux grands courants de ces deux époques, et qui, à la fois, je dirais, se prolongent et se contredisent à l'image de ces deux époques. L'art nouveau, c'est la luxuriance, le végétal, la courbe, la sensualité. Ce sont les entrées de métro, ce sont certains immeubles parisiens, il y en a beaucoup dans le 16e arrondissement notamment. Ce sont justement certaines affiches très typiques, l'aventure de chez Maxims. Mais l'art déco, ce sera beaucoup plus la droite, l'angle droit, le dépouillement, l'élégance du paquebot Normandie, si vous voulez. Mais Benoît, c'est l'époque où quand même on tend à vouloir justement séparer l'art du fonctionnel. Ouais. Pourtant, cet art se retrouve toujours dans le fonctionnel. N'en déplaise aux symbolistes, n'en déplaise aux Parnasse, qui pourtant sont des grands mouvements littéraires de l'époque. Bien sûr, non, il est partout, il est dans le mobilier, il est dans le mobilier urbain, même si on n'emploie pas encore cette vilaine expression, il est dans les gares, il est dans les squares. Là, enfin, l'art décoratif, comme je disais, est partout dans ces époques-là, et il est intimement lié quand même au grand art, me semble-t-il. Le Paris d'Anne Hidalgo aurait été à l'aise dans celui de la Belle Époque? Visiblement, elle ne l'aime pas beaucoup, en tout cas. Enfin, je me permets de le dire, vu le sort qu'elle fait aux jolis objets qui jalonnent la ville et qui nous rappellent justement qu'on vient de là. Est-ce que le point commun également entre les deux époques, tout bêtement, ce n'est pas justement leur fin? C'est la guerre qui met fin à chaque fois à ces belles années. Alors, dans le cas de la Belle Époque, à l'évidence, c'est même une fin brutale, hein, parce qu'en 1913, on est quasiment à l'apogée de la Belle Époque, avec la création du Sac du Printemps, avec Proust qui publie À l'ombre des jeunes filles en fleurs, avec Picasso et le cubisme, juste avant la guerre. Et puis, tac, tout s'arrête, mais sauf que tout ne s'arrête pas, d'ailleurs, les arts continuent pendant la guerre. Mais pour la Belle Époque, c'est un peu plus compliqué, c'est une espèce de lent... Pour les années folles. Pour les années folles, c'est une espèce de lent passage de l'euphorie à l'angoisse qui va être le caractère des années 30, hein. Peu à peu, on perd justement, notamment après la crise de 29, mais plus tard en France, cette excitation qui a caractérisé les années 20, et on commence à voir les périls qui montent partout en Europe et qui, évidemment, deviendront complètement évidents quelques années plus tard. Est-ce qu'on peut parler de prémices de révolution sexuelle? Il y a en tout cas beaucoup de choses. J'ai fait, par exemple, dans l'article sur les femmes, je parle de la condition des femmes, et notamment alors des lesbiennes, hein, qui, à l'époque des années folles, tout d'un coup s'affirment d'une façon très libre. Ça a commencé d'ailleurs déjà un petit peu avant la guerre, avec justement Colette et ses amis qui ont commencé à s'afficher assez nettement. Mais dans les années 20, ça devient presque une mode. Un discours d'affichage de l'homosexualité, en tout cas dans les années 20, qui est beaucoup plus développé que dans les années qui vont suivre, dans les 20 années qui vont suivre. Beaucoup plus, et notamment, je pense à des artistes comme Suzy Solidor, Lempicka, dont un des portraits orne le livre, etc. Toutes ces femmes de Montparnasse qui s'affichent effectivement très très librement entre elles, et d'ailleurs dont les mœurs vont se prolonger dans un roman scandaleux de l'époque qui s'appelle La Garçonne, et qui va créer vraiment, qui va être interdit par le Vatican, etc. Il y a un autre trait commun, c'est la gastronomie. D'ailleurs, vous avez été photographié pour l'occasion dans un des temples de cette période, le restaurant, le Train Bleu, la gare de Lyon. Ça aussi, c'est en tous les cas. Est-ce que dans l'assiette, il va y avoir une révolution également? Alors, je vous avoue que c'est pas un des aspects que j'ai le plus creusé dans le livre. Je parle de certaines boissons à la mode, hein, de l'époque, par exemple, comme vous savez le vin Mariani ou d'autres boissons dans lesquelles on ajoutait un peu de coca pour exciter les gens. Et vous avez tous les grands hommes de l'époque qui remercient le vin Mariani de les avoir inspirés. En fait, c'est une espèce de drogue assez forte. Mais pour ce qui est de la cuisine, non, je me suis surtout intéressé aux lieux, à ces brasseries dont je parle, et à ce Train Bleu qui est un endroit merveilleux, parce que c'est pas seulement une brasserie, c'est une vision idéalisée, décorative de toutes les rives de la Méditerranée, et c'est le point de départ de ce train extraordinaire qui est justement le Train Bleu, le PLM, le Paris-Lyon-Méditerranée, qui va aussi jalonner ce temps-là et emmener, après la découverte de la Normandie dont je parlais tout à l'heure, emmener tout le monde vers le sud. Vers le sud. C'est un livre absolument passionnant et c'est une ode. Et vraiment, on voyage dans le temps et dans l'espace, hein, parce que effectivement,
effectivement, on se rend compte que on est complètement entouré, quand on est à Paris en tous les cas, de toute cette architecture, de toute cette ambiance de la... Qui est la signature de Paris, finalement, et que les touristes viennent chercher dans cette ville, finalement. Le dictionnaire amoureux de la belle époque et des années folles, c'est le nouveau dictionnaire aux éditions Plomb. Il est signé Benoît Dutertre. On recommande bien entendu tous les romans de Benoît Dutertre et également ceux qui ne le sont pas, comme les dictionnaires. Merci. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour un nouveau numéro de Point de vue.